Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Professeur Keita, est-ce que vous confirmez que vous avez découvert vous-même, ou en tout cas des médecins qui étaient dans votre service, des débris, des résidus de bois? Pas moi-même. Oui, ok. Pas moi-même. Dans les parties génitales de certaines femmes. Dans les parties génitales de ces femmes, oui. Est-ce que vous confirmez également, professeur Keita, que certaines femmes ont déclaré à ces médecins-là qui étaient dans votre service, qu'on avait introduit dans leurs organes sexuels des baïonnettes? Des canons de fusil. Des canons de fusil aussi. Et est-ce que ces médecins vous ont rapporté qu'ils ont constaté des blessures sur ces femmes-là? Ah oui, bien sûr. Parce qu'on ne peut émettre qu'il s'agit d'une suspicion de viol s'il n'y a pas de traces. Professeur, est-ce que vous avez eu connaissance du nombre de femmes qui ont eu des problèmes psychologiques ou psychiatriques? Psychiatriques, peut-être qu'il y en a une ou deux, mais psychologiques, elles en ont toutes. Est-ce que certaines avaient contracté le VIH? Oui. Autant que je me souvienne, une. Vos services ont-ils délivré des certificats médicaux à ces femmes-là? Ces femmes ont eu les certificats, oui. Mais surtout, ces femmes ont été déclarées, ont été mises sur une liste sous anonymat. Puisque c'est ce qu'on nous demande dans ce genre de situation, les personnes ne sont pas obligées de répondre à d'autres questions. Donc elles ont des numéros et non pas de noms. Je ne peux pas vous donner de noms, parce que non que des numéros. Oui, vous ne pouvez pas de toute façon, parce qu'en fait, les femmes victimes de violences sexuelles, au cours de ce procès, ont été entendues dans le cadre du huis clos. C'était pour préserver leur sécurité, préserver leur dignité aussi. Professeur, je vais rebondir sur quelque chose que la directrice de l'hôpital a dit ici. Elle dit qu'elle n'a pas eu connaissance qu'il y ait eu, en tout cas, une agression de l'hôpital au point que ça soit quelque chose de grave. Est-ce que vous confirmez, est-ce que vous pouvez nous donner l'heure à laquelle ces bombes lacrymogènes se sont retrouvées à l'intérieur de l'hôpital? C'était dans l'après-midi. C'était en tout cas au-delà de 17 heures. Mais je ne peux pas. Il y a plusieurs années que ça s'est passé. Je ne peux pas vous donner d'heure précise, mais c'était dans l'après-midi, proche de la soirée. Il était plus de 17 heures, ça j'en suis sûr. D'accord. Et dans ce cas de figure, qui n'est pas un cas de figure normal, est-ce qu'il est possible que lorsque une agression comme ça est perpétrée contre un hôpital qui reçoit cette vague de personnes blessées, de victimes de violences sexuelles, est-ce qu'il est possible que dans le cadre de l'organisation des services de l'hôpital, que vous ayez eu un point, un staff pour parler de ça, ou au moins pour échanger des informations sur la conduite à tenir? Bon, vous savez, l'hôpital, c'est un peu compliqué. Les staffs sont interservices. C'est-à-dire que chaque matin, toutes les équipes se réunissent pour discuter de leurs problèmes, des évacuations qu'il y a eu entre les autres services, et puis les chefs de service s'informent sur le devenir des personnes qui ont été vues et qui ont été référées dans une autre unité de l'hôpital. Après, tous les mois, il y a ce qu'on appelle le monitorage. Le monitorage, c'est une activité qui est aussi administrative et clinique, où on discute des cas qui ont été vus, tous les cas qui ont été vus dans l'hôpital, mais aussi des décisions administratives qui ont été prises. C'est au cours de ce genre de réunion que tout ce qui s'est passé dans le mois peut être discuté. Ok, je rebondis encore sur la même question, professeur. Est-ce que vous estimez que ce type d'agression, que l'hôpital d'Onka a subi, était quelque chose de spécial ce jour-là? C'est spécial, oui, parce que ce n'est pas habituel quand même qu'un hôpital reçoive des fumigènes.
Ok, je vous pose cette question parce que vous savez, on est tous quand même dans ce pays depuis plusieurs années et on sait qu'il y a eu un certain nombre de violences des années bien avant 2009. On se rappelle de 2007 où les mêmes actes de violence avaient été perpétrés, où on a empêché des prises en charge médicales. Quand même, on peut dénoter une certaine forme de culture de la violence dans ce pays, monsieur professeur. Vous, en tant que médecin, vous pouvez le confirmer. Ça, je confirme, hein, mais nous sommes tous citoyens de ce pays, nous avons tous vécu et nous savons ce qui se passe. Oui, oui. Professeur, moi je suis profane de tout ce qui est médical, mais on s'y intéresse parce qu'on est des hommes de droit, on est des avocats, donc on est tenu d'avoir une certaine culture qui va au-delà de la culture juridique. Je veux savoir, est-ce qu'en 2009 déjà, est-ce qu'il existait un protocole de prise en charge des violences sexuelles? Ah oui, ça existait. Et c'est justement ce protocole, pour respecter tous les aspects de ce protocole, que l'UNFPA et l'UNICEF en particulier, plus l'OMS, ont déposé ce qu'on appelle des kits de prévention. Dans les kits de prévention, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs aspects. Hein. Il y a la prévention des maladies infectieuses de façon générale, telles que l'hépatite B. On demande de vacciner toutes les personnes qui ont subi ce genre de parce qu'elles peuvent être contaminées par l'hépatite B. Il y a le kit VIH, maladie sexuellement transmissible. Il y a les différents prélèvements, les prélèvements dans tous les orifices, pour être sûr qu'il n'y a pas eu un germe. Et un traitement est délivré dans le cadre de la prévention de l'infection banale jusqu'à la prévention du VIH pendant un certain nombre de jours pour protéger la personne. Et aussi, bien sûr, il y a ce qu'on appelle la pilule du lendemain, pour éventuellement empêcher les grossesses non désirées, exactement, qui sont dans ce cas-là effectivement des grossesses non désirées, donc, bien évidemment. Il y a tous ces éléments-là qui sont dans le kit. Et ce kit existe. Ok, nous avons entendu ici la directrice de l'hôpital. On se demande finalement s'il y avait une véritable collaboration entre vous, parce qu'ici, à la barre, il y a quelques jours, elle a affirmé qu'à l'époque, on ne parlait pas de viol, mais qu'on parlait de soupçon de viol. Ça évoque quelque chose en moi, professeur Keita, parce que vous, en tant que gynécologue, vos services ont quand même vu des femmes qui avaient des morceaux de débit, qui étaient blessées dans leur chair, dans leur sang, et qu'elle, directrice de l'hôpital, qu'elle vienne nous évoquer ici des soupçons de viol, c'est quand même difficile à comprendre. Non, peut-être... elle voulait parler de suspicion de viol, parce que ce n'est pas au médecin de déclarer un état de viol, ça ne fait pas partie de notre fonction. Notre fonction, c'est de décrire les lésions qui ont été constatées et la possibilité d'un viol. C'est le magistrat qui prononce qu'il s'agit bien d'un viol en ayant recoupé les informations et rassemblé tous les éléments de preuve qui lui permettent de dire que c'est un viol. D'accord. Professeur, il y a plusieurs femmes qui sont passées ici au huis clos. Certaines ont déclaré que suite à l'agression sexuelle qu'elles ont subie, elles ont eu, en fait, elles ont encore aujourd'hui des infections à répétition sur les organes génitaux et qui sont des infections qui reviennent à chaque fois. Est-ce que vous, en tant que gynécologue, vous pouvez l'expliquer? Et est-ce qu'éventuellement, il y aurait un lien entre ça et le trauma qu'elles ont subi? Le trauma, évidemment, parce que de toutes les façons, une femme violée n'oubliera pas ce jour-là pendant toute sa vie. Et ça a des degrés divers, hein, et ça dépend de la personnalité de la personne. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'une violée a toujours des problèmes psychologiques qui restent très longtemps dans la durée. Et certaines n'oublient jamais. Et il arrive des moments où elles ont des vraies crises de détresse, plusieurs années après. Ça, c'est quelque chose qui existe, effectivement. Ok, en tant que professionnel, vous estimez que les femmes qui s'en sortent le mieux, qui ont une certaine capacité de résilience, sont celles qui sont quand même dans un environnement, soit qu'elles sont indépendantes économiquement, ou alors elles sont dans un environnement familial qui leur apporte un certain soutien. Mais il se trouve que la plupart des victimes qui comparaissent, certaines ne sont pas dans cette situation, donc elles sont retraumatisées. Je confirme. D'accord.
Merci, professeur. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs.